Oh non, non, sûrement pas d'un autre âge. Simplement, je pense que ces dernières années, et avant même le Covid, son épicentre a changé. Il n'y a pas que les États-Unis. Et je veux dire, il y a aussi une série de pays qui s'étaient alignés dans un certain sillage et qui, du fait de la nouvelle élection américaine, vont peut-être aussi devoir re-regarder leur engagement. Mais au-delà du Conseil de sécurité, il y a tout un multilatéralisme qu'on voit moins, dont on entend moins parler, et qui est, je dirais, plus pragmatique. Moi, je l'appelle, mais j'aime pas l'expression parce qu'elle fait un peu penser, je ne sais plus qui avait dit ça, je pense que c'est le président Chirac, ou c'était Sarkozy, je ne sais plus, qui avait parlé de la France d'en bas. Ici, je parlerai du multilatéralisme du bas. Je veux dire par là un multilatéralisme plus pragmatique, qui travaille sur des dossiers très concrets et très précis de coopération entre soit tous les pays, et c'est le cas par exemple à la CNUSET, et c'est pas toujours facile, mais on y arrive, ou entre certains groupes de pays. Et donc je pense qu'il y a vraiment des choses qui se passent au quotidien. Par exemple, si je prends le règlement général sur la protection des données, qui a été mis en place par l'Union européenne, j'étais encore au Parlement européen quand on a commencé le travail sur ce règlement. Ça a mis du temps, ça a été une saga très longue, les lobbies ont été très puissants, on a abouti à un règlement. Ce règlement, il est européen. Néanmoins, aujourd'hui, en l'absence de règlement dans d'autres régions du monde, il devient un peu la référence qui inspire, si je peux dire, ceux qui veulent ou qui sont amenés à devoir légiférer. Et donc ça, c'est le bon multilatéralisme. Je veux dire par là, à partir d'une région qui veut quelque chose, elle anticipe, elle donne le ton à d'autres qui emboîtent et qui reprennent tout ou partie. Ça aussi, c'est du multilatéralisme. C'est peut-être pas le Conseil de sécurité, c'est pas l'Assemblée générale des Nations unies à New York chaque année au mois de septembre, qui est très importante et qu'il faut surtout qu'elle garde son importance. Mais il se passe beaucoup de choses en dessous sur une série de domaines, que ce soit la propriété intellectuelle, toute la question du copyright, dans un monde digital, c'est très important, où là aussi les règles en sont définies de façon multilatérale, que ce soit sur justement le climat et donc tout le suivi par la Convention cadre contre les changements climatiques, qui travaille au quotidien sur le suivi de l'accord de Paris et les négociations qui doivent, même trop lentes, qui s'en suivent. Et donc, il y a énormément de choses qui se font. Je pense évidemment au Conseil des droits de l'homme, basé à Genève, qui fait cet examen périodique universel de chaque pays par tous les autres en termes d'état des lieux des droits humains. Et donc, il y a énormément de choses qui se passent et qui sont, je dirais, très mal connues et en même temps qui sont des vrais... De l'alimentation du multilatéralisme, elle est là. S'il n'y a pas ça, alors c'est évident que le multilatéralisme d'en haut, si je peux dire, il va dépérir. Alors c'est une organisation qui est en effet pas très très connue, c'est d'ailleurs dommage parce qu'elle fournit un travail, je pense, très utile, à savoir, elle rassemble les 192 États membres, mais elle travaille principalement pour les pays en développement et pour ceux-ci, elle leur fournit, si je peux dire, de l'équipement pour que le commerce international serve à leur développement et ne serve pas seulement les intérêts des joueurs dans le domaine du commerce. Et donc, nous travaillons sur une série d'aspects qui sont à la fois des recherches, donc du travail plutôt d'élaboration de données, leur fournir des index, leur fournir les instruments nécessaires à la décision politique du point de vue des pays en développement, mais aussi, il y a une partie qui est une partie d'assistance technique, donc on aide les pays, par exemple, on fait dans les pays en développement ce qu'on appelle en mauvais français, des e-readiness assessment, donc on va regarder est-ce qu'ils sont prêts et comment pour tout ce qui est digitalisation, qu'est-ce qui leur manque, et on fait une évaluation avec eux et de qu'est-ce qui existe en termes à la fois légal, est-ce qu'ils ont une loi sur la protection des données, est-ce qu'ils ont une loi sur la cybercriminalité, quelle est la logistique, quels sont les aspects plutôt liés à tout le volet commercial, à la chambre de commerce, aux acteurs privés, et donc on fait avec eux de l'assistance technique, mais qui n'est pas, comme on le disait dans le temps, aller creuser un puits, mais vraiment travailler sur les acteurs économiques et les acteurs tout court de la société pour essayer que le commerce se mette au service de leur développement. Et puis la troisième chose, c'est justement un travail plutôt multilatéral, c'est-à-dire avec cette conférence et ces 192 pays, essayer de faire des accords sur des textes qui touchent par exemple à la question du financement du développement, qui touchent à des questions liées aux dettes et comment est-ce qu'il faudrait aller vers une annulation des dettes. Et on essaie d'avoir des accords avec tout le monde, ce qui n'est pas facile parce qu'on a dans la conférence à la fois les donateurs et les bénéficiaires, le Nord et le Sud, même si les relations Nord-Sud sont aussi teintées de Sud-Sud, et on ne peut pas dire que le Sud est homogène et le Nord homogène de son côté, c'est pas vrai, ce n'est plus vrai en tout cas. Et donc on a tout un travail aussi de faire
faire du consensus, ce qui est une partie évidemment que je connais bien. Et donc voilà, c'est une organisation qui fournit à la fois, qui fait du travail avec tous les États membres, qui fait de l'assistance technique et qui fait une mission de think tank et de fournir des outils et de l'équipement. Si un pays va négocier à l'OMC, par exemple, on se rend compte, à l'Organisation mondiale du commerce, on se rend compte que certains pays en développement ne sont pas très bien équipés pour y aller, en particulier pour aller parler du digital. Souvent, ils n'ont pas de spécialistes, peu d'experts. Ils arrivent là alors que d'autres pays arrivent avec des cabinets d'avocats et une expertise incroyable. Et donc, nous, on essaye de les équiper, leur donner les instruments, les former ou leur donner ce qu'il faut pour qu'ils puissent après eux-mêmes décider ce qu'ils font. La souveraineté des États reste la souveraineté des États. On ne peut pas leur dire ce qu'ils doivent faire, mais on peut leur donner les instruments pour mieux décider ou être mieux équipés dans ce qu'ils ont à faire. Moi, je ne crois pas que les nations sont toujours les seuls acteurs représentatifs. J'ai du respect pour les gouvernements élus et je ne mets pas en doute leur souveraineté, mais je pense que faire un peu plus pour associer d'autres acteurs, et je pense en particulier aux villes, aux grandes villes qui partout dans le monde sont celles dans lesquelles 80% de la population se concentre et où les choses bougent fort et parfois plus vite, en bien ou en mal si je peux dire. Je pense qu'associer mieux les villes qui sont des espèces de laboratoires des fameux objectifs du développement durable des Nations Unies, que l'on puisse associer mieux des acteurs de la société civile, des parlements, y compris des membres de l'opposition. Je crois qu'on pourrait faire mieux en termes d'intégration et je dirais les méthodes digitales qu'on est tous obligés d'employer, même si on en a un peu jusque-là d'être devant nos écrans, mais néanmoins c'est quand même précieux. Cette façon de travailler pourrait associer plus aisément d'autres acteurs à qui on ne demande même plus de se déplacer d'ailleurs, pour pouvoir prendre en compte leurs avis, mais au-delà de les écouter, il faudrait que ces avis puissent réellement peser dans le débat global, tout en gardant évidemment, parce que sinon il n'y a plus rien qui marche. Si on dit que tout le monde est égal, alors on ne peut pas dire qu'un Premier ministre peut être mis sur le même pied que quelqu'un d'une association, je ne sais laquelle, en tout respect pour chacun d'eux. Donc il faut trouver un système d'association plus effectif et un petit peu moins subsidiaire. On l'a fait, on peut cocher la case, on a fait le forum de la société civile. Donc je crois qu'il y a des choses qu'on pourrait activer mieux. Tout ça, je dirais, nous amène à devoir réfléchir, à essayer de reformuler un multilatéralisme qui soit adapté au monde d'aujourd'hui, à la distribution des forces. Peut-être d'ailleurs que ce sera plus basé sur des entités régionales. L'Afrique, aujourd'hui, essaye, ça mettra du temps, de faire un grand accord, un marché unique africain. Il voudrait faire ce que l'Union européenne a fait, en fait. Bon, ça ne va pas être demain à la veille, parce que l'Afrique, ce n'est pas homogène. Hein. On ne peut pas dire que tous les pays africains sont au même niveau. Et bon. Néanmoins, cet effort continental est quelque chose qui pourrait peser, et je parle ici à l'échelle de 10 ou 20 ans. Mais le temps multilatéral est un temps long, et il faut pas... C'est parfois ça qui est difficile à faire comprendre à quelqu'un qui s'intéresse à la politique locale ou à la politique nationale, qui est un peu plus rapide, entre guillemets, enfin pas toujours, mais quand même, plus facilement ou plus maîtrisable. Le multilatéral, c'est compliqué, ça prend beaucoup de temps, ça demande énormément de diplomatie, d'entre-gens, pour essayer de mettre les gens d'accord, trouver les assiettes de négociations sur lesquelles on peut s'entendre. Et donc ça prend du temps. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur du temps long. Voilà, il faut le préparer, il faut le nourrir, Et donc non, je ne crois pas du tout que le multilatéralisme... Au contraire, et le Covid nous a montré à quel point notre dépendance, notre interdépendance est grande, et donc à quel point la coopération est impérative. Mais probablement devra-t-elle emprunter dans l'avenir des chemins un peu différents.